Bien, mais écoutez, je vous propose de commencer. On a juste quelques soucis techniques qu'on essaie de résoudre pour ma co-animatrice, Nathalie, qui effectivement ne peut pas ni être vue, ni parler. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a été blacklistée. C'est vraiment pas de mon fait. J'en suis désolé parce qu'on avait en plus préparé cette séquence, ce café fiscal ensemble. Et donc, je suis navré de me retrouver un peu seul, mais je vais essayer donc d'assurer l'animation. Donc, bonjour à vous tous. Comme j'ai dit au premier qui s'était connecté, nous étions plus de 800 participants à ce café fiscal. Et là, à l'heure où je vous parle, nous attendons encore quelques personnes qui devraient donc se connecter. Mais je vois que petit à petit, la jauge est en train de monter et donc nous devrons nous retrouver, j'espère, assez rapidement avec le nombre de personnes qui se sont inscrites. D'abord, je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue dans ce café fiscal que nous organisons régulièrement avec la commission donc idoine d'ECF et je remercie son président de nous avoir fait confiance, Nathalie et moi, pour co-animer ce café qui fiscal qui sera consacré donc aux amortissements des véhicules de tourisme. Alors, pour rappeler quelques règles donc de ce café fiscal, d'abord, il est donc maintenant plus de 13h30 à Paris, il est 16h30 à La Réunion et 8h30 aux Antilles. Donc, vous voyez que le café, il n'a pas le même goût en fonction donc, de vos territoires. Et ça me permet de placer un petit coucou amical à mes amis de La Réunion, des autres départements et bien sûr d'Hexagone, que je salue également. C'est un pari que je me lance avec le président de la section Réunion de ECF, Dominique Valin, qui doit être connecté. Donc voilà, le président, j'ai réussi donc à placer ECF Réunion dans ce café fiscal. Donc merci en tout cas à tous. Je vous rappelle que ce café va durer 45 minutes. Donc on a débuté à l'heure et donc nous pensons retrouver et finir donc à 14h15 heure de Paris. Je vois que Nathalie s'est dédoublée, donc elle s'est à nouveau connectée. Est-ce que je peux t'entendre, Nathalie? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais on te voit deux fois. Enfin, tu t'es connecté deux fois. Donc, si tu peux juste peut-être te déconnecter de l'autre, Ah, voilà. Parfait. Là, on te voit, on bon, t'entend. bah alors, ah, ça y est, oh, alors, je m'approche. Voilà. Parfait. Alors, je- on Bonjour est à tous. voilà, Désolée pour cette exactement. petite blague. Oh non, non, mais je faisais l'accueil et je chauffais la salle pour toi. Tu vois, donc, alors, petit à petit, le Oh, nombre c'est de, merveilleux. le nombre de connectés est en train de monter, hein, et donc on est pratiquement au nombre donc, de personnes qui se sont inscrites. Donc, je rappelais que ce café fiscal durait 45 minutes. L'objectif, l'objectif. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, peut-être, c'est désactiver pour l'instant ton micro, s'il te plaît, Nathalie, parce que sinon, ça fait un effet Larsen. Voilà, merci. Ce que je disais, c'est que on va en 45 minutes faire un panorama des règles qui sont applicables en matière d'amortissement des véhicules de tourisme. On va partir bien sûr des textes que je vais vous présenter. Alors, on a un petit support, rassurez-vous, pour ceux qui effectivement voudraient avoir le support. Vous aurez le support avec le replay donc, de ce café. Ça vous permettra dans la newsletter. En général, ça part le vendredi. Donc, ce vendredi, vous aurez donc le support qui vous sera communiqué. Si vous avez des questions, on part toujours sur le même principe. Maintenant, vous le connaissez, mais pour ceux qui participent pour la première fois, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux venus également, vous avez donc la possibilité de poser des questions sur la partie Q, questions et réponses. Alors, on ne pourra peut-être pas tout traiter, puisque 45 minutes, ça passe très très vite, mais on va essayer de sélectionner quelques questions pour, bien sûr, à la fin, on va se laisser 5 minutes de questions-réponses pour la fin de ce café. Je pense avoir tout dit, donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez aimé, non pas de liker, mais surtout d'adhérer, parce que ce qui est important, c'est que le syndicat puisse se renforcer et que la commission fiscale puisse effectivement trouver aussi des ressources et des bonnes volontés pour venir nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à le faire et je vous remercie encore une fois pour effectivement votre présence. Alors Nathalie, si tu le veux bien, je vais juste d'abord partager le support.
Et puis après, je sais qu'on s'est partagé hier parce qu'on s'était préparé donc à ce café. Donc on s'est partagé un petit peu les parties. Donc avant de te passer la main, je veux juste voilà, partager mon écran et je pense que vous avez sous les yeux les deux photos donc des intervenants et donc le titre. Donc, est-ce que tu me confirmes, Nathalie, qu'on a par un pouce en haut que c'est bien? On a bien, effectivement, bon, mais parfait, merci. Donc, alors, ce que je vais vous proposer, c'est effectivement de dérouler le contenu donc, de ce café fiscal et j'espère que je suis audible et que vous m'entendez bien parce que avec le recul, on ne sait pas si je suis effectivement parfaitement audible. Alors sur le sommaire donc, de ce café, comme vous le voyez sous vos yeux, nous avons différentes parties donc, qu'on va aborder. Alors pour ma part, je vais vous faire quelques rappels dans une première partie très très rapide. Ensuite, je passerai la parole donc à Nathalie qui nous parlera donc des parties consacrées aux règles générales d'amortissement, aux méthodes et aux limites d'amortissement. Et ensuite, une fois qu'elle aura posé donc ce cadre-là et rappelé les règles en matière d'amortissement donc des véhicules de tourisme, je reviendrai donc vous parler des exemples pratiques, non seulement pour les véhicules classiques, mais aussi pour les véhicules donc hybrides et électriques, parce que ça c'est également la nouveauté. On parlera donc non seulement des règles applicables, mais aussi du rescrit fiscal qu'on va vous partager bien sûr avec cette formation. Puis on finira sur un petit mot sur les plus-values donc en cas de cession. Donc voilà le programme de ce café. Pour commencer, donc très rapidement, je vais dresser un petit peu le tableau général de ce qu'on va voir. D'abord, pour vous rappeler le texte, c'est important, Nathalie, en matière fiscale, les textes, hein, tu le sais bien. Donc on rappelle à ceux qui nous écoutent que pour préparer ce webinaire, on s'est basé sur les deux textes que vous avez sous les yeux. D'abord, l'article donc 39.4 du Code général des impôts, qui reprend les règles en matière de déductibilité des dépenses somptuaires dans les véhicules de tourisme. Donc, on verra qu'il y a des règles. On ne peut pas déduire ce que l'on veut et ce que coûte le véhicule. Donc, les limites, on les précisera. Et puis, pour compléter donc, cet article du Code général des impôts, on vous a également rappelé le BOFIP, donc le bulletin officiel des impôts, qui s'intitule donc BIC amortissement 20 40 50 et qui a été publié en 2019 par l'administration. Donc en cliquant sur les liens qui sont en vert, vous aurez donc les textes qui vont apparaître. C'est magique, c'est la magie de l'Internet. Donc je vous renverrai donc à ces textes-là. Alors juste pour vous dire, alors on sait aussi qu'il y a quelques collaborateurs qui sont connectés et des personnes effectivement qui sont moins au fait de ces choses-là. En qualité d'expert comptable, nous savons tous que, bien sûr, l'amortissement fiscal des véhicules de tourisme donc, est limité. Bien sûr, ça suppose qu'on ait enregistré en charge la dotation aux amortissements, mais vous le savez, la loi encadre donc cet amortissement qui est déductible. Alors, ce qu'on va nous aborder au cours de ce café, c'est on va aborder uniquement le cas des véhicules de tourisme. Donc, on va tout de suite, même s'il y aura des rappels, on va tout de suite mettre de côté, en tout cas ne pas aborder les véhicules utilitaires. Et lorsqu'on parle de véhicules de tourisme, alors parfois vous avez aussi par abus de langage, on parle de voitures particulières. Alors qu'est-ce que c'est que ces véhicules de tourisme? Il suffit de savoir, il suffit de voir sur la carte grise la catégorie donc, dans laquelle ce véhicule est classé en matière d'immatriculation. Et là, on va uniquement aborder les véhicules qui sont, disons, classés M1. Donc, ce sont la voiture de tout le monde. Comme disait notre président de la République, c'est la bagnole hein, que les Français aiment tant. Voilà, donc c'est notre bagnole à nous. Donc, c'est la catégorie M1. Et puis, vous avez également une autre catégorie dont on va aborder effectivement les règles. C'est la catégorie donc, des pick-up qui ici est répertoriée et référencée N1. Donc, voilà les deux types d'amortissement de véhicules dont on va parler essentiellement aujourd'hui, Nathalie. Et je crois que maintenant, je vais te donner la parole en désactivant mon micro et en te donnant la parole. Donc, merci Nathalie. Alors, si tu veux, pour peut-être faire
évoluer les slides, tu me fais juste un signe de la main et je saurai que tu veux que je change de slide, hein, parce que c'est moi qui ai la main sur les slides. Voilà, merci Nathalie. J'espère que vous m'entendez tous. Donc, bonjour à tous. Effectivement, on va parler des règles générales d'amortissement des véhicules. Vas-y, est-ce que tu peux passer la diapositive suivante? Donc, ça ne fonctionne pas la diapositive. Voilà. Donc, on va rappeler les grandes règles, même si manifestement tout le monde vous les connaissez, mais des fois, un petit rappel, c'est plutôt pas mal. Et on n'a plus les diapos, Abdullah. Là, est-ce que tu les as là, ça? Voilà, ça y est. C'est bon? Voilà, ça y est, D'accord. c'est revenu. Voilà. Donc, dans le cadre qui nous intéresse aujourd'hui, on va s'intéresser à quelles sont les entreprises qui vont être concernées. Donc, bien entendu, c'est toutes celles qui sont à l'impôt sur le revenu. Alors, qu'elles dépendent des bénéfices industriels et commerciaux, qu'elles dépendent des professions libérales comme les BNC ou des bénéfices agricoles. Ici, on n'est peut-être pas très, très nombreux à en faire. Et bien entendu, surtout ce qui va peut-être nous intéresser le plus, c'est les entreprises qui relèvent de l'IS. Alors, quelle est cette base d'amortissement? Vous le savez, généralement, la base d'amortissement, c'est la base hors TVA. Sauf que là, on est dans les véhicules de tourisme. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on prend le prix d'achat TTC. Alors, effectivement, un exemple est donné, c'est quand on a un véhicule de fonction qui est mis à disposition d'un salarié. Dans ces cas-là, on ne prend pas la base hors taxe, mais on prend bien la base TTC, puisque la TVA n'est pas déductible. Alors, elle reste déductible dans quelques exemples, mais relativement restreints, qui sont voilà, le transport de personnes, tels que, par exemple, les auto-écoles, les taxis et les ambulances. Voilà, c'est quand même très, très restrictif. Donc, à partir du moment où la TVA n'est pas récupérable, elle intègre le prix d'achat et donc elle est égale à la base d'amortissement. Maintenant, diapositive suivante. Alors, les différentes bases de méthodes d'amortissement, on en a deux. Si tu peux passer la... Voilà, on en a deux. Donc, la méthode linéaire et la méthode dégressive. Alors déjà, vous voyez que la méthode dégressive ne peut pas s'appliquer aux véhicules de tourisme. Donc, on n'appliquera que la méthode linéaire. Et donc, vous savez, hein, l'amortissement permet d'étaler la charge d'un achat sur plusieurs exercices. Alors, généralement, pour un véhicule de tourisme, on l'amortit à peu près sur 5 ans. Donc, voilà, rien d'autre de particulier. Tu peux passer à la suite. Oui, Voilà. les Alors, limites d'amortissement maintenant. il n'y en Est-ce avait pas une que... juste avant? Juste, Alors, c'est celle-là peut-être? euh, Celle-là, peut-être. oui, voilà. Ce que je voulais dire effectivement, c'est que en reprenant ce qu'effectivement avait dit Abdullah tout à l'heure, et que c'est bien amusé de mettre des jolies petites photos, il faut vraiment bien faire la différence entre le véhicule utilitaire, qui n'est pas du tout l'objet de notre café fiscal aujourd'hui, mais bien uniquement les véhicules de tourisme. Et vous voyez bien que là, ce qu'on va aborder, c'est petit 1, donc la TVA n'est donc pas déductible, et petit 2, l'amortissement des véhicules de tourisme n'est que partiellement déductible du résultat fiscal. Et c'est dans la diapositive suivante que l'on va voir effectivement les différentes catégories, entre guillemets, d'amortissement et surtout les plafonds d'application. Alors, j'ai pas... Donc voilà, à quoi correspond la fraction? Vas-y, vas-y. À quoi correspond la fraction non déductible? Donc effectivement, il va falloir bien regarder ce que vous avez sur la carte grise, puisqu'effectivement, elle va déterminer si vous devez ou non faire une quote-part non déductible. Il y a également dans la quote-part non déductible, éventuellement celle qui correspond à l'utilisation privée en cas d'utilisation mixte du véhicule. Alors, je pense en particulier à tout ce qui est les BNC, par exemple nos infirmiers ou nos médecins qui utilisent aussi leur véhicule à titre privé. Donc effectivement, il faut faire deux strates. La première fois, on va regarder l'amortissement qui est non déductible, donc par rapport aux règles fiscales, et après la deuxième fois, on va regarder quelle est la quote-part qui ne va pas être déductible par rapport à l'utilisation privée. Alors, chose importante, cette fraction d'amortissement est considérée comme des charges sanctuaires, donc le fameux article 39.4 que l'on retrouve sur l'alias fiscale. Alors, petite mention, ne pas oublier d'insérer dans le rapport de gestion les différentes listes des dépenses non déductibles, et donc il faut prévoir une résolution à l'occasion des assemblées générales ordinaires. Donc, cette partie qui ne va pas être déductible, donc les deux parties que j'ai évoquées par rapport au plafond et par rapport à l'utilisation personnelle, vont donc être intégrées extra-comptablement sur l'indice fiscal de notre société ou de notre entreprise.
Donc, dans la diapositive qui suit, Voilà, est-ce qu'on est en phase? Ça va? Ça marche? voilà, ça y est. Exactement. Donc maintenant, vous comprendrez qu'effectivement, on a des petits nombres maintenant qui se mettent un petit peu partout. Donc globalement, ce que vous avez compris, c'est que tout ce qui est les 2 et 3, avec les chiffres, vous voyez que ça fait partie de tout ce qui est utilitaire, donc il n'y a pas de problème particulier. On ne va s'intégrer qu'à ceux qui ont un petit 1. Donc voilà, que ce soit les véhicules particuliers ou que ce soit les véhicules de transport de marchandises. Et là, on a effectivement un pick-up qu'on a souvent dans un certain nombre d'entreprises. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le nouveau dispositif d'immatriculation. Et donc, ce qui nous intéresse, je redis bien, c'est M1 et N1. Tous les autres ne sont pas concernés par ce que nous sommes en train d'évoquer. Donc Alors, ensuite, dans la diapositive suivante, on a un joli petit, voilà, on a un joli petit dessin avec toutes sortes de petites voitures. Et là, ce qui est très important, c'est de se rappeler d'une chose. Tout ce qui est antérieur à 2017, alors même si globalement, on doit plus avoir beaucoup de véhicules non amortis antérieurs à 2017, mais ça peut éventuellement être des rachats. Là, dès que ça fait plus de 155 grammes par kilomètre, c'est 9900 le plafond de déduction, quelle que soit la valeur d'achat. Ensuite, on a des véhicules de moins en moins polluants. Donc, sur l'année 2017, si c'était inférieur à 155 et au-dessus de 60 grammes, on était à 18 300, qui était la plupart de nos véhicules. Et depuis, on a encore descendu effectivement au niveau de la pollution. Et si votre véhicule fait entre 20 et 60, vous êtes à 20 300 de plafond de déductibilité. Et quand il fait moins de 20 grammes, ce qui ne doit quand même pas être très, très fréquent, on est à plus de 30 000, on est à 30 000 euros par de plafond de déductibilité. Donc effectivement, il faut faire un calcul par rapport à ces différentes valeurs. Donc, on vous dit le petit tableau, mais vous allez le revoir un petit peu plus loin, surtout vous allez le voir explicité dans les différents exemples. Donc ensuite, l'autre particularité, oui. ouais, juste, Nathalie, peut-être pour préciser pour les confrères qui nous écoutent et les consoeurs qui nous écoutent, comment faire pour retrouver donc ces informations sur les grammes donc c'est sur la carte grise, hein, peut-être le rappeler. Et donc je le rappelle que pour retrouver donc toutes ces informations sur le taux d'émission donc de CO2 par kilomètre, vous allez voir donc sur la carte grise et vous avez donc la rubrique V7. Je l'avais mis dans le diapo juste avant, enfin on l'avait mis, donc je le rappelle, hein, pour que vous puissiez donc bien repérer le taux d'émission donc de véhicule. Allez sur la carte grise et regardez donc la catégorie, donc la référence V7. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être les locations maintenant? Alors effectivement, en ce qui concerne les locations, souvent les clients viennent nous voir en nous disant oui, mais j'ai pas acheté de véhicule, je l'ai loué. C'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Ça veut dire qu'il y aura pas de votre loyer qui ne sera pas déductible dans les mêmes proportions que l'amortissement n'est pas déductible chez celui qui vous loue le véhicule. Donc c'est exactement la même chose, contrairement à ce que peuvent imaginer les clients et ce que peuvent de temps en temps raconter certains garagistes. Donc il convient effectivement quand vous avez un véhicule de ce type-là en location, alors que ce soit en crédit bail ou en location longue durée, à partir du moment où c'est de plus de 3 mois, hein, de bien demander les documents à votre client pour pouvoir effectivement faire les réintégrations qui vont s'imposer. Voilà. Ben, écoutez, maintenant, je crois que c'est à moi, Nathalie. Merci en tout cas pour ces précisions. Il me revient maintenant. Alors, juste avant de finir, peut-être que tu veux commenter le tableau ou dire quelques mots sur le tableau. Alors, effectivement, le petit tableau qui est là va vous permettre de bien situer le véhicule que vous allez avoir et de savoir dans quelle catégorie vous allez être. Alors, je redis bien que le véhicule a été acheté, qu'il a été loué ou qu'il soit en crédit bail. Il va pouvoir vous permettre de déterminer quel est le montant, quel est le plafond de déduction de votre véhicule. Donc ça, je pense que vous pouvez bien le garder pour l'ensemble de vos dossiers. Ça vous permettra de ne pas faire d'erreur. Merci. En fait, ce tableau, vous pourrez le retrouver aussi dans la documentation donc, fiscale que on va mettre à votre disposition et qui est en lien sur le support. Alors, il y a des questions qui ont été posées déjà, Nathalie, sur la partie. Donc, alors, il y a effectivement des problématiques pour t'écouter, pour t'entendre. Je pense que j'espère que ça va mieux parce que je voyais que certains, effectivement, rebondaient sur le fait qu'on t'entendait mal. Et je pense que moi, j'ai entendu. Juste pour vous dire que sur le support donc, qui va vous être distribué après la formation, parce que j'ai vu que dans les questions, on me demandait de transmettre le support, les supports donc, vous seront transmis après. Vous aurez
effectivement tous les liens qui vous sont nécessaires donc pour comprendre maintenant les exemples qu'on va traiter. Alors, dans les exemples pratiques, on est parti sur des choses tout à fait sommaires, mais je pense que c'était utile de les rappeler. D'abord, on est parti donc sur le cas donc d'une professionnelle libérale qui a acheté donc un véhicule en 2022. Alors, évidemment, ce véhicule est concerné par le nouveau dispositif d'immatriculation dont on vient de parler, donc avec le fameux tableau dont Nathalie vient de parler. Et donc, ce véhicule qui a coûté donc, la bagatelle de 25 000 euros émet, émet 130 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Et donc, autre information qu'on vous apporte et qu'on revoit souvent dans les dossiers, c'est une utilisation donc là qui est à titre privatif pour un car. Alors, la difficulté, et ça aussi, on en a souvent dans le dossier, c'est que cette quote-part d'utilisation privée, là, elle est fixée à 24, à un quart, pardon, à 25%. C'est une donnée qu'on vous donne, mais dans la réalité, il est parfois compliqué de demander à nos clients, notamment des professionnels libéraux. Tout à l'heure, Nathalie, tu parlais des infirmiers. Les infirmiers, les infirmières, elles utilisent leur voiture pratiquement 6, voire 7 jours sur 7. Et donc, j'ai toujours du mal à leur demander de déterminer avec précision la quote-part qui revient d'une utilisation privée, parce qu'en général, ils ne vont pas changer de voiture quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont déposer les enfants à l'école ou au tennis. Et donc, on a toujours du mal à déterminer donc, cette quote-part privée. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire? Peut-être faire un relevé kilométrique, je dirais, approximatif, parce que bon, on ne va pas leur imposer de ça toute l'année, mais en tout cas, c'est la difficulté. Le fait de le faire en nombre de jours, moi, je pense que parfois, si on dit qu'on laisse la voiture à titre privatif un jour ou deux par semaine, ça ne reflète pas tellement l'utilisation donc, professionnelle des véhicules. Donc, je referme la parenthèse. Ici, simplement, on a voulu faire un clin d'œil là-dessus sur ces questions-là. Alors, si vous reprenez les chiffres qui sont rappelés sur la slide qui est projetée, on a un amortissement sur 5 ans, donc soit une valeur de 5 000 euros pour une année d'annuité. Et bien sûr, on a retraité cet amortissement comptable sur le plan fiscal. Et sur le plan fiscal, il y a une double réintégration qui est ici mise en œuvre. D'abord, la réintégration qui est liée donc à la valeur du véhicule. Comme c'est un véhicule qui émet plus de 130 grammes, donc on est dans la catégorie, donc, vous savez, intermédiaire, 18 300. Et donc, on a là un calcul donc, de réintégration qui donne 1340. Et au-delà de cette première réintégration, on a une double réintégration qui est la réintégration, bien sûr, qui est liée à l'utilisation à titre privatif donc, de la voiture. Et là, ça nous donne donc le chiffre de 915 euros qui est obtenu en faisant la différence entre l'amortissement comptable, ce qui a déjà été réintégré, 1340 dans dans le premier calcul, que multiplie donc 25%. Et donc, on a 915 euros. Attention à ne pas faire la double réintégration, c'est-à-dire à multiplier, bien sûr, les 25% par l'amortissement comptable. Sinon, on arriverait à une réintégration qui est supérieure à ce qui est prévu ici. Ici, vous voyez que le montant total de la fraction réintégrée est de 2 255 euros pour cette professionnelle donc libérale qui s'appelle Sophie. Alors, deuxième exemple, on a là aussi un autre professionnel libéral qui, cette fois-ci, donc, a acquis un véhicule qui vaut 40 000 euros. Et comme c'est un véhicule donc, qui coûte cher, ben, il consomme moins de CO2 au kilomètre, puisque là, on a un véhicule qui émet 30 grammes de gaz carbonique, donc de CO2 par kilomètre. Et donc, ici, pour simplifier, on a une utilisation qui est à 100% professionnelle, donc il n'y a pas de réintégration à titre privatif de l'utilisation de la voiture. Par contre, ce qu'on a calculé ici, c'est un nouveau plafond. Ben, le plafond qui, ici, est applicable. Vous voyez que c'est un véhicule qui rentre dans la catégorie, donc, qui émet entre 20 et 60 grammes. Donc, on est dans le plafond concerné de 20 300. Et donc, le calcul qui est fait, vous l'avez donc sur la dernière ligne donc, du slide qui vous est projeté. Vous aurez donc une réintégration de 3 940 euros qui correspond donc à la différence entre la valeur d'achat et la valeur donc, déductible multipliée par le nombre d'années d'amortissement. Ici, c'était sur 5 ans, donc on a bien un taux de 20%. Donc voilà, ma foi, des choses que vous connaissez. Alors, ce qui est un peu nouveau, et je l'ai rappelé, euh, j'ai mis un focus là-dessus parce que quand j'ai relu à l'occasion de cette formation, enfin de ce café
j'ai relu le BOFIP, j'ai trouvé cet exemple-là. Et donc, cet exemple-là, je voulais le partager avec vous. C'est le cas que vous rencontrez fréquemment de voitures en crédit bail, en location. Et vous savez que là aussi, évidemment, pour rétablir l'équité devant la loi, que ce soit qu'on soit propriétaire ou locataire, on a une réintégration à faire. Alors, cette réintégration, bien sûr, la difficulté qu'on est locataire, c'est qu'on n'a pas d'information sur le prix d'acquisition du véhicule. Et donc, première information qui est rappelée ici, qui est rappelée dans le BOFIP, c'est au bailleur, donc à l'entreprise bailleresse, comme il est indiqué ici, de vous communiquer donc le prix d'acquisition donc de ce véhicule et bien sûr la part qui est réintégrée, puisque vous n'avez pas a priori ces informations-là. Et donc, dans l'exemple qui vous est donné par le BOFIP dont j'ai rappelé les références, hein, c'est toujours le BIC amortissement 20-40-50 qui date de 2019. Et dans ce BOFIP, donc, on vous donne un exemple où on part donc d'une entreprise qui a acheté donc une voiture particulière qui vaut 30 000 euros TTC, donc 25 000 hors taxe avec une TVA à 20%, le 1er janvier pour simplifier donc le calcul de prorata, et qui effectivement va l'utiliser dans le cadre d'un contrat de location. Alors, dans ce cadre-là, normalement, l'entreprise qui est propriétaire, donc qui est le bailleur, va vous transmettre l'information, et cette information, elle concerne donc la partie du loyer qui serait à réintégrer si on avait donc passé la charge chez le bailleur. Et donc là, le calcul est le suivant. On part de 25 000, attention, on parle du montant hors taxe. Pourquoi? Parce que le bailleur, par définition, récupère la TVA donc, sur l'acquisition du véhicule. Donc, on ne part pas sur un prix TTC de 30 000, on part sur un prix hors taxe de 25 000 qu'on divise par 5 et qu'on retraite donc par la fraction non déductible, donc par la limitation du plafond, et donc on obtient 1 950 euros. Alors, ces 1 950 euros, c'est l'information qui va être transmise au locataire, mais attention, et c'est inscrit donc sur la diapositive suivante, si vous, en tant que locataire, vous recevez cette information-là, il convient bien de vérifier que la part qui vous a été, l'information qui a été transmise par le bailleur, elle inclut ou pas la TVA. Et dans l'exemple précis qui est rappelé par le BOI, on a effectivement à rajouter la TVA de 20%. Et donc, la quote-part qui sera réintégrée chez le locataire, elle part de 1950 auquel on rajoute donc 20%. Donc, on a bien 2340 qui devra être réintégré chez le locataire, il faut le préciser. Alors, on aurait pu obtenir ce résultat par une autre manière, hein, et c'est ce que on a fait ici dans la dernière ligne de la diapositive. On est parti du prix TTC, auquel on a retranché donc le plafond, et en multipliant par le nombre d'années d'amortissement, c'est-à-dire 20%, on a bien 2340, ce qui permet donc de contrôler qu'on n'a pas effectivement qu'on ne s'est pas trompé dans la prise en compte donc, de la TVA sur la quote-part, donc vous le voyez, qui sera réintégrée chez, bien sûr, le locataire. Donc voilà, en ce qui concerne la location. Autre élément également qui était important pour nous de rappeler, c'est les problèmes donc, des véhicules électriques et hybrides. Alors, vous avez effectivement peut-être été confronté à ça. En tout cas, moi, Nathalie, la première fois que j'ai acheté un véhicule hybride, c'est il y a une dizaine d'années, hein, 8 ans exactement. Et donc, j'avais acheté un véhicule que j'avais amorti avec, donc totalement, comme un bien unique qu'on avait amorti, donc en utilisant le plafond de 18 300, etc. Et puis quand je suis allé racheter donc un deuxième véhicule hybride, parce que vous savez, les véhicules électriques ou hybrides, une fois que vous avez goûté, bah, vous finissez par aimer ça, puisqu'il y a quand même un confort à s'en servir, à l'utiliser. Et là, j'ai le concessionnaire, le vendeur, qui m'a dit, attention monsieur, si vous rachetez, attention, moi, un avantage commercial, en tout cas marketing qu'il m'a annoncé, c'est que depuis donc 2021, et c'est pour ça qu'on vous a rappelé donc le texte, qui est un rescrit fiscal qui date donc du 9 mars donc de 2021. Et dans ce rescrit fiscal, l'administration donc a précisé la chose suivante, donc je vais vous le dire, c'est que lorsque vous achetez donc un véhicule électrique ou hybride, et dès lors que le prix de la batterie ou de l'accumulateur, pour être précis, est indiqué de manière
séparée sur la facture d'acquisition, eh bien, vous pouvez amortir les deux éléments séparément. Donc, je rappelle la condition. Première condition, Nathalie, il faut que ça soit sur la facture. Donc, si vous allez demain chez votre concessionnaire acheter un véhicule électrique ou hybride, pensez à demander donc au vendeur de bien mettre, au concessionnaire de bien mettre sur la facture, prix d'achat du véhicule, mettant, on verra l'exemple, 50 000 euros, dont batterie 15 000 euros. Et vous, dans la comptabilité, n'oubliez pas, hein, on l'a bien rappelé ici sur la dernière ligne, il faut penser à comptabiliser, bien sûr, la batterie séparément du véhicule, vous avez compris, parce qu'on va faire finalement un double amortissement, un double calcul. L'amortissement de la batterie, là, pas de limitation, c'est nos limites. Hein. Et puis, bien sûr, par différence, l'amortissement donc du véhicule, de la structure, du reste. Et là, évidemment, on sera concerné. Donc, il faudra faire attention au plafond des 18 300, des 20 300, voire des 30 000 si on est vraiment dans un véhicule à bas débit carbone. Et donc, pour comprendre ce que je dis, on vous a, avec Nathalie, proposé cet exemple qui est tout à fait simple et qui est inspiré d'un fait réel. Hein. C'est le cas de la voiture dont je te parle, Nathalie. Donc, alors j'ai arrondi bien sûr les chiffres. Hein. Cette voiture, elle vaut donc 50 000 euros neuve. Donc, ce n'est pas donné, mais c'est un véhicule hybride. Elle émet moins de 20 grammes de CO2 donc kilomètre. Donc, oui, elle est très, très économe. Et la batterie vaut 15 000 euros TTC. Et donc, on a amorti ce véhicule en décomposant les deux éléments, la batterie de 15 000 qui a été amortie sur 5 ans, et puis le reste de la voiture qui donc vaut 50 moins 15, 35 000. Et c'est cette deuxième partie donc, qui a fait l'objet du plafonnement à 30 000 euros. Et donc, en réalité, dans cet exemple, et comme il est indiqué ici, la fraction qui a été réintégrée est de 1 000 euros par an. Alors attention, si on n'avait pas fait cette distinction-là, eh ben, on aurait réintégré non pas 1 000 euros, mais 4 000 euros. La différence étant, bien sûr, vous l'avez compris, hein, 3 000 euros qui correspond à 15 000 de batterie divisé par 5 ans égale 3 000 euros. Donc, on aurait perdu, entre guillemets, la déduction fiscale qui est procurée par la comptabilisation séparée du composant batterie. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair dans l'exemple et dans effectivement le cas qui vous est rappelé ici. Alors, pour finir, juste un exemple, enfin un rappel, pardon, parce que je pense que ce sont des choses que les experts comptables maîtrisent bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous revendez la voiture? Lorsqu'on revend la voiture, il faut bien sûr faire rappeler cet élément-là. Et là, bien sûr, l'exemple, je l'ai repris également dans le BOI amortissement 20-45 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cet exemple, il rappelle donc aux professionnels que nous sommes, que lorsqu'on revend le véhicule, l'amortissement que vous calculez, malheureusement, il va être pris en compte dans le calcul de la plus-value. C'est-à-dire que même si vous avez réintégré la quote-part non déductible de l'amortissement comptable, et bien votre valeur nette comptable, vous allez effectivement prendre cette valeur nette comptable pour calculer, le cas échéant, le montant de la plus-value. Et donc, pour vous expliquer tout ça, vous avez donc là aussi un exemple avec un véhicule qui a été acheté 25 000 euros, toujours le 1er janvier pour simplifier les histoires de prorata, qui est amorti sur 5 ans, et donc 5 000 euros d'amortissement par an. Si ce véhicule est vendu pour 15 000 euros à la fin de la troisième année, donc début N+4, donc on a une plus-value qui ici est de 5 000 euros, 15 000 euros moins 5 000 euros moins 10 000 euros pardon, de valeur nette comptable, ça fait 5 000 euros de plus-value, et cette plus-value, donc, elle est bien sûr totalement imposable comme étant une plus-value à court terme parce qu'elle est inférieure au montant des amortissements qui auraient été comptabilisés. Donc voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne donc la plus-value et je crois que j'arrive à la conclusion donc, de ce café consacré aux véhicules de tourisme, en tout cas leur amortissement, donc avec une dernière diaporama qui récapitule tout ce qu'on a dit, Nathalie et moi. Et bien sûr, maintenant, je vois qu'il y a à peu près une quarantaine d'interactions sur la partie questions et réponses. Donc, Nathalie, si tu le veux bien, on va peut-être essayer de répondre à quelques questions qui nous ont été posées.
On va peut-être essayer d'en choisir quelques-unes parce qu'il nous reste à peu près, une dizaine de minutes, si mes comptes sont bien, il nous reste une dizaine de minutes. Donc, est-ce qu'on veut bien essayer de répondre à quelques questions? Est-ce que la méthode de calcul est la même pour les véhicules pris en LLD ou en LEA? Il n'y a pas de souci là-dessus, hein, location longue durée ou location avec option d'achat. Quel que soit donc l'habillage entre guillemets juridique, vous aurez donc le même raisonnement, on l'a dit, hein, parce qu'on ne veut pas créer d'inégalité vis-à-vis donc des contribuables. Euh, alors, ensuite, quelle est la case exacte à utiliser dans le 2058A? Est-ce que on utilise donc les charges et dépenses somptuaires 39 A4, la case WF, ou bien la case amortissement excédentaire? C'est plutôt les dépenses somptuaires, hein, qu'il faudra utiliser. Alors, après ça, chacun a peut-être sa petite cuisine interne, mais je pense que pour moi, en ce qui me concerne, je mettrais ça plutôt dans une dépense somptuaire. Alors, je n'ai pas la 2058A sous les yeux, mais je pense que voilà. Alors, le plafond, c'est une question posée par un spectateur anonyme. J'espère qu'il se reconnaîtra. Le plafond, est-ce que c'est la date de la première mise en circulation? On en a parlé hier, Nathalie. Tu te rappelles? Je te laisse répondre peut-être à cette question. Le plafond qui est applicable. Ton micro est désactivé, hein. Faut activer ton micro. Je ne vois plus la question, excuse-moi. Oui. Alors, la question, c'est pour le plafond, est-ce qu'on prend en compte la date de la première mise en circulation ou de l'achat? C'est la réponse que tu as donnée sur le véhicule acheté en 2017. Oui, effectivement, oui, c'est la date de première mise en circulation. Puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, tous les véhicules, on n'en avait plus beaucoup qui sont achetés avant 2017. Et le cas, ce serait éventuellement d'avoir un rachat de véhicule, là, maintenant, d'un véhicule de 2017, qui me paraît assez rare, puisque compte tenu de la pollution de ces voitures-là, elles sont quasiment plus sur le marché, où on n'a plus envie de les acheter, parce que justement, il y a quasiment plus d'abattement, enfin, plus de code-part déductible d'amortissement. Alors ensuite, est-ce que les plafonds sont valables si le véhicule est d'occasion? Oui, hein, donc C'est le plafond pareil. s'applique quelle que soit la qualité du véhicule que vous achetez, neuf ou d'occasion. Une autre question que je vois sur les batteries. Alors, si j'ai bien compris, le prix d'acquisition du véhicule pour les véhicules électriques inclut les batteries ou non, s'il vous plaît. Donc, peut-être que cette question a été posée avant que j'intervienne sur le cas particulier des véhicules électriques où on distingue bien donc, euh, le prix de la batterie du prix du véhicule, mais à une condition, hein, Alice, parce que c'est elle qui a posé la question, c'est que sur la facture, vous ayez bien le prix de la batterie. Sinon, on aura du mal à déterminer ce que coûte vraiment la batterie. Voilà. Alors, la base d'amortissement Il y a inclut, marqué. pardon? Non, je disais, il y avait une question sur l'utilisation privée perso d'un BNC. Est-ce que le montant de la plus-value doit être diminué de la quote-part privée? Oui, bien entendu. On fait toujours la même répartition. Bien entendu, on n'impose pas ce qu'on a réintégré à titre personnel, on ne l'impose pas. Donc, effectivement, il faut bien faire ce calcul-là, ce qui est assez fastidieux. Alors, est-ce que la base d'amortissement inclut donc la TVA, ça on le sait, ainsi que le malus? Ben oui, parce que c'est le prix de revient, évidemment, hein, vous prenez tout. Question donc qui a été posée. Alors ensuite, oh, là je lis une question. Pour les véhicules électriques, il est dit qu'on peut prendre en plus. Ah oui, bah oui, ça j'ai répondu, hein, Orlando. Donc vous avez posé la question avant que je ne puisse intervenir C'est sur ce pareil, on a une cas-là. autre question. Et pour le Vas-y. leasing, comment s'assurer de la part des batteries et si cela figure sur la facture d'origine? Je pense qu'il faut effectivement se rapprocher alors de votre client et après effectivement de celui qui vous loue le véhicule pour qu'il vous donne bien la répartition. Alors, je n'ai pas encore eu trop de cas comme ça, mais j'imagine que le loueur fera dans ces cas-là un tableau avec effectivement les deux lignes pour dire bah, j'exclus bien effectivement la batterie. Et effectivement, il faut poser la question. Voilà. Donc, ensuite, j'ai eu aussi des questions sur justement ce problème. Alors, c'est pas le BOFIP hein, qui parle des batteries, c'est le rescrit fiscal dont j'ai parlé de 2021. D'accord? Donc, effectivement, vous aurez le texte. Hein, c'est Céline qui a posé la question. Donc, vous aurez le texte dans le support.
et donc avec le lien. Donc, il suffit de faire du copier-coller, de mettre sur Google et vous aurez donc le rescrit qui précise bien donc, la position d'administration qui consiste à séparer donc, le coût de la batterie des véhicules. Voilà. Et une autre Céline, ce n'est pas la même, hein, qui me demande le support. Oui, vous aurez les supports, Céline, avec les exemples. Alors, s'il n'y a rien de noté en case V7 sur la carte grise, sur quelle valeur se baser? Ben, vous allez en général sur Internet, et moi j'ai fait ça une fois. Je suis allé sur Internet et je suis allé chercher donc, le taux d'émission d'un véhicule dont je ne retrouvais plus la carte grise, parce que vous savez, un client, des fois, on est le 17 mai, il faut envoyer l'AS fiscal ou le 15 mai, vous voyez, et donc on n'a pas toujours le temps d'aller chercher la carte grise du client. On avait effectivement la marque du véhicule, son modèle. J'ai tapé sur Google et j'ai retrouvé donc le taux donc d'émission par kilomètre. Alors, si je pratique la réintégration de l'avantage en nature, oui, Céline, toujours. Il faut calculer. Alors, il y a là-dessus, je vous renverrai vers le BOFIP qui donne un exemple là-dessus sur toutes ces questions d'avantage en nature. On n'a pas abordé dans le cadre de ce café fiscal, parce qu'on avait malheureusement un temps qui nous était compté, mais toutes les questions relatives donc, aux avantages de la nature. On prend on prend donc en charge les frais de véhicule des dirigeants et donc on est également concerné par ces systèmes de plafonnement pour la déduction. Donc attention, la réponse est bien sûr oui. Donc ça, pour les véhicules électriques, on a déjà assez répondu. Bon, je pense qu'on a fait. Est-ce que tu as d'autres questions, Nathalie, que tu vois sur le chat? Parce que Le problème, je crois- c'est que ça bouge énormément, donc c'est pas toujours très facile. Est-ce que la batterie peut... Il y avait une question. Ouais, Oui, j'avais une question. Il est marqué pour un BNC, est-il possible de considérer que la quote-part réintégrée fiscalement, notamment au titre de l'amortissement du véhicule, peut constituer la quote-part d'utilisation privative du véhicule? Non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a vraiment bah, aucun rapport parce que mettez-vous dans la situation où la totalité serait amortie, serait déductible, vous feriez de toute façon vous enlèveriez de toute façon une partie pour usage privé. Donc non, c'est pas sûr. possible. Oui, oui, c'est deux choses exclusives, hein, il faut pas les confondre. Alors, Il y a beaucoup de questions par rapport à la TVA. Il y a beaucoup de ouais, questions par rapport à la TVA. Je pense qu'il y a une chose vraiment qu'on peut dire. À partir du moment où on l'a catégorisé dans véhicule de tourisme TVA non déductible, ce n'est pas que le véhicule proprement dit, c'est tout ce qui va avec, y compris les frais d'entretien. Hein. C'est valable pour absolument tout. C'est pas d'un seul coup on se dit, bah, si c'est des frais d'entretien, la TVA va devenir déductible. Non, la règle, elle est la même pour ce véhicule-là et tout ce qui a trait à ce véhicule. bien sûr. Est-ce que la batterie peut être amortie sur 12 mois? C'est compliqué hein, de justifier que la voiture, elle dure, elle est amortie sur, mettons, 4 ans, hein, 48 mois, et que vous changez sauf si vous changez la batterie au bout voilà, au bout d'une année, ce qui est quand même relativement compliqué à faire admettre à l'administration, hein, c'est la durée d'usage. Donc, je pense que moi, j'aurais plutôt tendance à dire que je vais caler, et c'est l'expérience qui m'est propre, parce que je commence à être un expert des véhicules hybrides et électriques, hein, très modestement, bien sûr, mais je pense qu'on a en fait une valeur d'usage, en tout cas une durée d'usage pardon, de la batterie qui est égale à la durée donc, du véhicule dans son ensemble. On ne peut pas effectivement, sauf si vous pensez euh, changer la batterie, ce que j'ai rarement vu sur un véhicule électrique pour ma part, mais pourquoi pas, on peut tout imaginer. L'imagination n'est pas, est parfois sans limite dans le domaine fiscal. Ensuite, j'essaie de répondre parce qu'il y a eu, il y a plus de 80 questions-réponses, donc je pense, enfin questions plutôt. Alors on a essayé de répondre au maximum aux questions qui nous viennent les unes après les autres. Ce que je vous propose, c'est que je pense, Nathalie, on pourra même, alors je demande là à la fédération, si quelqu'un nous écoute chez ECF, si on peut effectivement reprendre l'ensemble de ces questions. On peut même faire un autre café fiscal uniquement en répondant aux questions qui nous ont été posées parce qu'elles sont relativement nombreuses et j'ai bien peur qu'on ait frustré quelques-uns de nos confrères ou nos consoeurs qui ont posé des questions, donc je suis vraiment désolé pour ça, mais je pense qu'on va devoir arrêter là, sauf si encore, on prend encore une ou deux questions, Nathalie. Il y a quand même beaucoup de questions qui se répètent, donc je pense qu'il y a Oui, certaines personnes qui ont dû avoir la réponse lors voilà. du café fiscal. Voilà alors,
Ah oui, d'accord. Et puis, il Il y a y a une des question. questions du style, on n'a pas l'information parce Vas-y, 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 vas-y. On a pas mal de questions sur et si on a véhicule loué et si on n'a pas l'information. Normalement, les loueurs sont obligés de donner un certain nombre d'informations. Malheureusement, vous le savez bien, souvent, c'est les clients qui ont oublié de nous donner le document ou qui n'ont pas été récupérés ou c'est sur Internet, ils ne veulent pas aller le chercher. Mais normalement, toutes les informations doivent être communiquées par le loueur. Ça me paraît, enfin, je pense que ça fait partie des choses absolument obligatoires. Après, il y a un certain nombre d'informations déjà qui sont contenues sur les bons de commande des véhicules ou sur les devis. Déjà, alors, vous savez, c'est des toutes petites lignes qu'on ne voit pas, hein, comme dans les assurances, mais vous avez déjà un certain nombre d'informations qui sont données, qui peuvent vous permettre de préparer vos calculs et pas de vous retrouver effectivement à la veille de l'établissement de l'alias fiscale en se disant, bon sang, j'ai pas toutes les informations. Après, peut-être qu'il est possible aussi de se faire des petits tableaux Excel pour effectivement préparer un maximum les calculs. Et vous devez normalement avoir, dans n'importe quel contrat de location ou de crédit bail, avoir la valeur d'origine du bien, qui vous permet effectivement, parce que j'ai vu passer la question, de calculer vous-même quelle va être la partie de la location qui ne va pas être déductible. Alors, souvent, effectivement, il y a beaucoup de questions liées au contrat de location. Voilà. Et et donc, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de les compiler et on va voir avec la commission fiscale si on ne peut pas répondre de manière globale ou dans un deuxième café fiscal qui soit consacré donc à ces réponses, aux réponses à ces questions-là. Notamment, il y a une question concernant donc le calcul de la TVA sur les loyers. En fait, ce que j'ai dit, hein, et je le répète parce que j'ai pas été clair, au vu de la question en tout cas, ça n'a pas été clair pour la personne qui m'a posé la question. En réalité, quand le bailleur vous communique l'information sur le montant du loyer à réintégrer, il faut faire attention à ce que ce montant soit bien TTC, parce que pour le bailleur, comme lui, il récupère la TVA, la quote-part à réintégrer qu'il a calculé lui à son niveau va être sur le hors-taxe. Et donc, en tant qu'utilisateur de ce véhicule, vous devez donc, vous en tout cas, majorer ce loyer, enfin cette quote-part à réintégrer du montant de la TVA. C'est ce que je l'ai voulu dire, donc j'espère avoir été plus clair cette fois-ci que tout à l'heure. En tout cas, ce que je te propose, Nathalie, peut-être, c'est d'en arrêter à là, puisque on arrive au bout des 45 minutes que dure en principe un café fiscal j'ai bien peur qu'on n'ait malheureusement pas assez de temps pour reprendre donc, aux questions. Mais effectivement, plus je les déroule, plus j'ai l'impression qu'il y a des questions qui sont un peu redondantes. Donc, j'espère en tout cas que Mmh. vous partez de ce café fiscal avec un peu plus d'informations donc, sur l'amortissement de ces véhicules de tourisme. En tout cas, on en aura besoin là, pour la fin de la période fiscale. Hein. On est en plein milieu du gué. Je faisais un point ce matin avec justement les collaborateurs et on est le 26 mars et on a encore un mois et demi avant de finir cette fameuse période fiscale. Donc, en tout cas, merci vraiment de votre participation qui a été très, très nombreuse puisqu'on avait approché les 500 inscrits et connectés. Donc, bravo et merci en tout cas, bravo à Nathalie pour sa co-animation et désolé pour les quelques soucis de connexion et techniques qu'on a eu. Couac. Voilà, je vous remercie en tout cas tous vraiment du fond du cœur de votre présence. Ça nous encourage et ça va effectivement nous motiver à organiser d'autres cafés fiscaux de ce type-là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Alors, liker, c'est pas nous faire un pouce, hein, c'est simplement adhérer, c'est simplement venir nous rejoindre nombreux. On a besoin de vous à la fédération et puis surtout à la commission fiscale. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et si vous avez également des idées d'animation, des thèmes que vous souhaitez Oui. voir animés par la commission fiscale, n'hésitez pas, un petit mail à la fédération et votre demande sera bien sûr étudiée par la commission. Voilà, mesdames et messieurs, je souhaite vraiment une très bonne après-midi, une très bonne soirée pour mes amis de La Réunion et puis une bonne journée pour ceux qui débutent leur journée aux Antilles. Et puis surtout à tous, une très très bonne fin de période fiscale. J'espère qu'elle va se passer dans la sérénité et que vous soyez donc préservés de toutes les calamités qu'on voit actuellement, notamment les cyberattaques, les cyber. Donc, protégez-vous, méfiez-vous. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Salut Nathalie, salut à tous, à très, très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Zola. À bientôt. Au revoir. Au revoir.